Israël, un pays où l'actualité avance au pas de course, a été cette semaine bouleversé par l'histoire de ce père qui a tenté de sauver son fils tombé dans un ravin au cours d'une excursion. Le père est mort sur le coup et le fils a succombé plusieurs jours après et la famille a fait don de ses organes pour sauver la vie d'autres enfants. Parallèlement, les Israéliens ne sont pas parvenus à se passionner pour une toute autre histoire. L'arrivée en Israël des premiers F-35, des avions de combat américains hyper sophistiqués et qui maintiennent l'avantage stratégique de l'armée de l'air israélienne. Maurice, pourquoi ce manque d'intérêt pour cet appareil qui finalement surpasse de loin le Rafale ? Parce que ces deux premiers chasseurs bombardiers F-35 devaient arriver à 14h et il y avait le Premier ministre qui attendait sur la base de Nevatim dans le désert, il y avait le président de l'État, il y avait tous les corps constitués dont le chef d'état-major et les officiers et finalement l'appareil n'est pas arrivé, les deux appareils ne sont pas arrivés à 14h mais bien plus tard dans la soirée pour cause de brouillard lors d'une escale à Turin. Alors tous les commentateurs militaires et politiques se sont demandé pourquoi cet avion si sophistiqué n'a pas réussi à décoller d'Italie à cause du brouillard. Merci Maurice. Mais ce qui fait l'actualité aujourd'hui en Israël, c'est bien entendu le rejet par les habitants de la plantation d'Amona du compromis proposé par le gouvernement. Selon les termes de ce compromis, leur mobil-home devait être installé sur une colline voisine à quelques centaines de mètres de là. Apparemment, l'évacuation se fera donc par la force et les habitants de la plantation ont reçu le renfort de milliers de sympathisants pour s'opposer aux forces de l'ordre. Une évacuation qui pourrait avoir lieu dans les prochains jours ou peut-être même dans les prochaines heures. On va retrouver notre envoyé spécial sur place à Amona, Julien Baloul. Bonjour Julien. Ils sont ici de plus en plus nombreux dans l'implantation illégale d'Amona, des jeunes, essentiellement des mineurs, des lycéens, des écoliers à avoir loupé les classes et l'école pour être venus ici soutenir les habitants d'Amona avec la bénédiction de leurs parents et de leurs instituteurs. Certains ont passé la nuit entière ici, ils nous ont dit c'est important pour nous, on ne veut pas voir Amona être détruite, l'atmosphère reste assez sereine, assez bon enfant, ils mangent ensemble, ils jouent ensemble, ils discutent ensemble, ils attendent l'arrivée des soldats, mais cette arrivée ne semble pas du tout imminente puisque l'implantation n'est pas terrain militaire fermé, l'entrée est totalement libre, donc l'atmosphère reste sereine et ils promettent tous de ne pas se laisser évacuer assez facilement, mais ils promettent également de ne pas lever la main contre les soldats et les policiers, ils promettent une évacuation marquée, symbolique, mais pacifique. Merci Julien Baloulé. En plateau avec moi, donc Maurice Yvergan et Jonathan Serrero. Alors, pourquoi les habitants d'Amona ont-ils rejeté ce compromis, Jonathan, qui leur avait été proposé ? Déjà, il y a une question juridique. Les responsables locaux jugent le plan proposé par le gouvernement, Benyamin Netanyahou et Naftali Bennett, comme inapplicable au niveau du droit. Ils le qualifient même de fromage suisse, pour reprendre l'expression en hébreu, de gruyère en français. Et donc juge ce plan proposé par les autorités israéliennes comme inapplicable du point de vue du droit. Parce que Maurice Yvergan, si je comprends bien, ils n'ont pas dit non à l'évacuation de leur mobil-home, ce sont surtout les conditions de réinstallation qui les inquiètent. Oui, ils veulent des garanties, ils veulent obtenir des garanties du gouvernement qu'on pourra les installer définitivement sur une colline très proche, à 100 mètres de là. Donc pour le moment, ils considèrent que cette réinstallation n'est pas garantie à 100%. Il suffit que quelqu'un dépose un retour contre l'évacuation, contre l'installation sur cette autre colline pour que tout le processus soit bloqué et ils demandent donc des garanties. Il faut savoir que le traumatisme de l'évacuation des habitants du Gush Katif dans la bande de Gaza reste très vif. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une partie de ces habitants qui n'ont pas encore été relogés, qui vivent encore dans des caravanes et donc c'est quelque chose qui traumatise les habitants des colonies. Jonathan. Il pense aussi que la Cour suprême va repousser le plan proposé par le gouvernement. Déjà, il y existe des problèmes pour représenter le gouvernement à la Cour suprême. Le conseiller au gouvernement, conseiller juridique au gouvernement, Avichai Mandelblit, ne veut pas représenter l'État à la Cour suprême. Et en ce moment même, l'État, les autorités cherchent un avocat pour représenter, pour défendre ce plan auprès de la Cour suprême. Parce que la Haute Cour de justice, Maurice Yvergan, avait donné jusqu'au 25 décembre pour évacuer les terrains contestés. Est-ce qu'on sait quand cette évacuation va avoir lieu ? Non, elle peut avoir lieu dans l'heure qui vient, elle peut avoir lieu jusqu'au 25 décembre. L'armée, pour le moment,
tient ses cartes en main, refuse d'indiquer exactement qu'est-ce qui va se passer parce que ça va être problématique. Pour le moment, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un ballon vidéo qui a été placé au-dessus de l'implantation de manière à surveiller les déplacements. Il y a déjà à peu près 2000 à 3000 militants qui sont sur place pour soutenir les habitants, les familles d'Amona. Maintenant, pour le moment, comme l'a dit Julien Baloul, la zone n'a pas été déclarée secteur militaire fermé. Il n'y a pas trop de barrages militaires sur les routes pour empêcher les jeunes sympathisants d'arriver, mais je crois que l'armée va chercher l'effet de surprise. Ce qu'il faut ajouter, c'est que les rabbins des mouvements sionistes religieux et orthodoxes ont aussi ordonné aux habitants d'Amona d'obstruer au bon déroulement de ce désengagement, comme on l'avait observé en 2005 lors du désengagement de Gaza. Alors nous vous tiendrons évidemment informés du déroulé de la journée, puisque nos envoyés spéciaux sont évidemment sur place. Autre débat en Israël, pourquoi de jeunes recrues refusent de servir dans les blindés? C'est la question que se sont posées cette semaine les responsables politiques et sécuritaires du pays, mais aussi l'ensemble du public, car pour la première fois dans l'histoire de Tsahal, une centaine de jeunes recrues ont refusé l'affectation dans les blindés, inimaginable dans un pays où l'armée est encore l'un des piliers de la société et incompréhensible surtout pour l'état-major qui fait des motivations des jeunes son cheval de bataille. Mais dans les chars, les officiers se posent des questions et en premier lieu celle de l'image que les blindés donnent à la jeunesse. Regardez le reportage de Maël Benoniel. Je pense que tous les soldats qui sont sortis en mission avec des tanks, que ce soit pendant bordure protectrice, plomb durci ou la deuxième guerre du Liban, se disent depuis « je ne veux pas rentrer sans tank à mes côtés ». Cette machine est très importante. Sa puissance et ses capacités sont primordiales en terrain hostile. Et pourtant, de moins en moins d'enrôlés israéliens s'engagent dans les unités de chars de combat. Il y a quelques semaines, c'est la polémique au sein de Tsahal. Plus de 80 nouveaux soldats refusent de faire leur service militaire dans l'unité des tanks. Oui, cela m'a surpris de voir autant de refus d'un coup. Il y en a toujours quelques-uns qui servent dans les tanks, mais qui au départ n'étaient pas intéressés. Mais là... Je pense que notre principal défi, c'est de communiquer et de créer une nouvelle image des tanks et parler avec la jeunesse de l'importance de cette machine de guerre redoutable. Comme à l'image de cet entraînement commun entre des unités d'infanterie et de chars de combat, aucune mission de Tsahal ou presque n'a lieu sans la présence de tanks. Qu'ils soient en première ligne ou à l'arrière, leur présence est primordiale à bien des égards. Mais le prestige, lui, revient toujours à ceux qui ne sont pas dans les tanks. Puis encore, les tankistes sont souvent moqués, ou en tout cas peu considérés. Il faut voir désormais les nouveaux modèles que nous avons. C'est fini le temps où nous sortions de nos engins noirs comme du charbon. Aujourd'hui, c'est de la haute technologie. Redorer le blason de ces unités de chars de combat, voilà le défi qui s'impose désormais à Tsahal, avec toujours la même perspective en ligne de mire, le prochain conflit armé. Alors Maurice Ifergan, pourquoi ce refus de servir dans les blindés ? Écoutez, il s'agit de 86 nouvelles recrues qui ont refusé effectivement d'être affectées dans les blindés. Certains, il faut le dire, voulaient être affectés dans d'autres unités, notamment les gardes frontières. C'est une unité qui prend de plus en plus d'importance et de prestige. Ou alors les parachutistes, Golani et Givati notamment, parce que c'est l'image qu'on donne de Tsahal, de ces soldats qui partent au front à l'avant et qui combattent. Les chars, vous l'avez vu, sont indispensables pour toute percée offensive, mais malgré tout, dans l'esprit des jeunes, il vaut mieux être un héros sur le terrain que dans un tank. Jonathan, c'est vraiment cette mauvaise image qui fait que ces jeunes-là n'ont pas voulu servir dans cette unité-là ? Alors aujourd'hui, il y a des plaintes de tous les côtés, du côté des parents qui ne veulent pas voir leurs enfants être utilisés comme de la chair à canon. On se souvient des critiques qui avaient été émises lors de la dernière guerre de Gaza sur la vétusté des clans.
tanks israéliens. Et il y a aussi les plaintes des rabbins de chaque courant et du rabbin en chef de Tsahal aussi, le rabbin Eyal Karim qui s'était prononcé contre l'enrôlement des filles dans ces blindés. Alors justement, l'autre débat, vous venez de le dire, autour des blindés, ce sont les femmes tankistes. Est-ce qu'on peut dire que c'est envisageable? Il y en a certains qui sont pour, il y en a certains qui sont contre. Mais apparemment, l'opposition à l'intégration de ces femmes dans les tanks vient surtout des leaders qui sont sionistes et religieux, qui ne voient pas d'un bon œil les femmes être combattantes. Pourtant, ça existe déjà des femmes combattantes. Ah, justement, il y a tout un courant de rabbins qui sont opposés à cet enrôlement de femmes. Le rabbin Eyal Karim, le rabbin en chef de Tsahal. Le grand rabbin séfarade aussi, Yitzhak Yosef, qui s'est prononcé contre l'enrôlement de ces femmes, qui a déclaré ceci, Valérie, vous allez sauter, que les femmes étaient mieux dans une cuisine ou derrière les fourneaux. Voilà. Il y a aussi le rabbin Tao qui a déclaré que c'était inhumain pour une femme de se trouver dans un blindé. Maurice, mais il y en a déjà des femmes combattantes pourtant. Oui, il y a des femmes combattantes dans des unités, disons, qui ne sont pas directement sur le front, mais des unités de surveillance. Mais il y en a des femmes qui rentrent à l'intérieur des territoires. Les infirmières, par exemple. Oui, mais pas toutes. Je veux dire, le fait est que l'armée commence à étudier la possibilité d'intégrer des femmes à l'intérieur des blindés. Et là, vous allez voir, je voudrais qu'on regarde l'interview du commandant en chef des blindés. Il n'est pas contre, il veut simplement étudier la question et après je vous expliquerai pourquoi. Regardez. Ce qui est beau dans la société israélienne, c'est que les femmes ont la profonde volonté d'être intégrées aux efforts de défense et de combat. Quand nous les avons intégrées au combat, nous avons eu des résultats. Dans les blindés, nous ne les avons pas encore intégrées, mais nous avons reçu la directive de vérifier cette option et nous avons lancé le processus. Mon épouse est dans l'armée, peut-être pas combattante, mais dans l'armée tout de même. Je pense que les femmes peuvent tout faire. Je ne pense pas qu'elles soient moins bonnes ou meilleures que les hommes, mais que l'expérience a montré qu'elles réussissent. Voilà, donc vous voyez, l'armée n'est pas contre, elle veut étudier la question, elle sait que les femmes ont un rôle important à jouer, même dans les opérations offensives. Maintenant, il y a une question très prosaïque que posent les rabbins, mais que posent aussi les officiers dans l'armée. Vous savez qu'une équipe dans un char, c'est à peu près 4 personnes, 4 jeunes qui peuvent rester parfois 3 ou 4 jours dans un tank en cours d'opération. Et donc là, il se passe des choses tout à fait naturelles, c'est-à-dire les soldats ont besoin, par exemple, de faire leurs besoins. Et on se pose la question, comment faire s'il y a deux femmes et 2 hommes dans un tank pendant plusieurs jours? Il y a des questions impossibles. Donc, soit on les mêle aux tankistes, et là, il va falloir régler ces problèmes, soit on compose, et c'est une option qui est prise au sérieux, des unités de tank uniquement féminines avec 4 femmes à bord d'un tank. Alors juste, il faut préciser qu'il existe une unité féminine combattante, c'est les Caracal. Elles sont à l'origine de la prise des terroristes du Hamas lors de la dernière guerre de Gaza. Donc c'est grâce à elles aussi que la sécurité d'Israël est rendue possible. Est assurée. Moi, je vous propose maintenant d'en rencontrer une femme et qui n'est pas derrière ses fourneaux. Elle a 30 ans, elle a été la plus jeune députée du Likoud repérée par Benyamin Netanyahou lui-même. Tzipi Otobeli est celle qu'il a choisie pour être son émissaire et représenter Israël dans le monde diplomatique. Aujourd'hui, vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Otobeli incarne l'avenir d'Israël. Notre journaliste Corinne Lévy est partie à sa rencontre. Regardez. Après un passage à la télévision, j'ai reçu un appel téléphonique très impressionnant du bureau de Benyamin Netanyahou, qui à l'époque était le chef de l'opposition. Sa secrétaire m'a dit « Monsieur Netanyahou serait heureux de pouvoir vous rencontrer ». Alors on s'est rencontrés, on est resté en contact tout le temps. Et lorsque je suis rentrée à la Knesset, j'avais 30 ans, j'étais la plus jeune de tous les députés. Ah, vous savez, Benyamin Netanyahou, c'est un homme très impressionnant. C'est un visionnaire doté d'une grande intelligence. C'est vraiment ce qui marque la première fois qu'on le rencontre. C'est un leader, le leader. Et c'est juste fascinant de parler avec lui. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre celui que je connais, avec qui je m'entretiens, et celui que je vois dans les médias. Les gens aiment voir une femme. La diplomatie convient tout à fait au monde féminin.
C'est aussi un changement pour le ministère des Affaires étrangères de voir une femme et une jeune maman. Ce qui surprend le plus dans le monde lorsque je voyage en représentant Israël, c'est d'abord mon âge et ensuite, ils ne s'attendent jamais à voir quelqu'un de si jeune. Et la deuxième chose, c'est de voir une jeune maman parce que je suis maman de 2 petites filles que j'apporte avec moi. Je sais que je dégage cette image un peu conservatrice, mais je ne suis pas tant que ça, ce sont des rumeurs. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'extrémiste, je pense que je suis rationnelle, très rationnelle et pragmatique, et je tiens à mon idéologie. Les domaines qui me concernent le plus et me touchent, et que d'ailleurs Benjamin Netanyahou a validé avec moi, c'est de réunir tous les peuples juifs dans le monde, les réunir en leur faisant ressentir, où qu'ils se trouvent, qu'Israël est leur maison, la maison du peuple juif. Que pouvons-nous faire pour les générations futures et comment la situation se passe entre les Israéliens et les Palestiniens? Comment est-il possible de vivre l'un à côté de l'autre? Car en ce moment, nous nous trouvons dans une impasse. Je pense et je crois fermement que ce pays est le pays du peuple juif. Et oui, je pense que Jérusalem doit être la capitale du peuple juif. Et je pense que les Juifs et les Arabes peuvent vivre ensemble. Ma famille est ma source essentielle. J'ai grandi avec une maman très féministe et mon mari et ma mère sont mes 2 piliers. Le futur pour moi, d'abord je pense au futur pour mon pays, pour mon peuple, je pense au rôle que je pourrais occuper pour servir au mieux mon pays. Je veux encore des prix Nobel et je veux encore des start-up dont tout le monde aura besoin. Je pense à mes parents qui ont émigré en Israël de Géorgie. Ils ont sûrement rêvé à ce que leur descendance ait un rôle dans l'avenir du pays, le pays des Juifs, et je suis fière pour eux aujourd'hui. Lire. Philosophie. États-Unis. Oh, Jérusalem, ce n'est pas juste, mais bon, Paris. Bonjour Corinne Lévy, c'est vous qui avez rencontré donc Tzipi Otobeli à Jérusalem. Alors c'est une femme pressée, une femme qui doit allier sa vie de femme politique, sa vie de femme à la maison. Que vous a-t-elle dit hors antenne concernant son emploi du temps? Alors en fait, Valérie, on a eu la chance de pouvoir la rencontrer dans son bureau au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Elle nous a expliqué qu'elle voyageait à raison de 3 fois par mois, qu'elle avait beaucoup de mal à lier sa vie de famille et sa vie au travail. Elle revenait justement de Hong Kong où elle a récupéré une récompense qui avait été décernée à Israël pour ses compétences en matière d'hôpitaux de campagne. Et là, hier, elle est revenue de Londres où elle a participé à la cérémonie avec la première ministre May Teresa à la 100e déclaration de Balfour. Elle a l'intention de faire carrière? Je pense que oui, elle a l'intention de faire carrière et la prochaine fois, je pense qu'on la verra en tant que ministre. Merci Corinne. On va parler éducation à présent. Les devoirs à la maison, une tradition scolaire qui tend à évoluer à travers le monde. En Finlande, par exemple, les devoirs ont été supprimés dans le primaire. Mais en Israël, il semble au contraire que la quantité des devoirs imposés aux élèves augmente en même temps que l'implication des parents. Alors, surveiller ou aider les enfants à faire leurs devoirs, le débat ne fait que ressurgir. Regardez. Combien de temps par jour passez-vous à faire vos devoirs? Il y a des jours où on passe 1 heure ou 2, parfois même plus, 2 heures ou 3, presque tous les jours. Maman se plaint que je ne suis pas assez dans le salon, que je ne parle pas suffisamment avec la famille, car je suis tous les jours dans ma chambre. Il faut préparer des dissertations et des examens. Parfois, je rentre de l'école avec énormément de devoirs et je dois renoncer à mes activités extrascolaires. En regardant ces images, on pourrait croire que ces élèves font la fierté du système scolaire et qu'ils étudient vraiment seuls. Alors nous avons posé une autre question. Qui ici prépare ses devoirs avec ses parents? Tous les jours, à 13h, Lilar quitte son travail, rentre chez elle. Je quitte mon travail et de 1h à 4h, je fais les devoirs. Tous les jours avec mes 4 enfants. Tous les jours. Et ensuite, je retourne au travail.
C'est devenu quelque chose que nous devons gérer, car nos enfants n'y parviennent pas. Le niveau de difficulté est trop grand. Il n'est pas adapté à l'élève. C'est comme si l'école nous donnait des heures supplémentaires. Du point de vue du ministère de l'Éducation, la fréquence et la quantité de devoirs à la maison sont fixées par les établissements scolaires. Mais là, les avis sont partagés. Écoutez le point de vue de 2 directrices d'école. Ici, nous pensons que les devoirs sont importants, l'entraînement aussi, et les résultats le prouvent. Vraiment pas. Jusqu'au CE2, pas plus de 10 minutes par jour. En CM1 et CM2, entre une demi-heure et 3/4 d'heure. L'une des recherches les plus connues sur l'utilité des devoirs a été conduite par l'université américaine Duke. Ses conclusions: dans le primaire, il n'y a aucune preuve que les devoirs améliorent les résultats. Au collège, ils ont peu d'efficacité et au lycée, utiles s'ils sont limités à 2 heures par jour. Dès le moment où les parents se mêlent des devoirs des enfants, il se produit 2 phénomènes négatifs. Tout d'abord, ils prennent une responsabilité qui doit être celle de l'enfant. C'est le premier objectif des devoirs, rendre les élèves responsables. Ensuite, les relations parents-enfants finissent par se détériorer. Restent les cours privés ou les soutiens scolaires, mais dans les 2 cas, c'est une charge financière supplémentaire importante pour les familles nombreuses. Et pour finir, comment cela se passe dans les autres pays? Un rapport de l'OCDE de 2014 donne une idée du nombre d'heures passées par les enfants de 15 ans dans les différents pays du monde. En tête, les élèves chinois avec 14 heures hebdomadaires, les Russes 10 heures par semaine. Aux États-Unis, les élèves passent 6 heures par semaine à faire leurs devoirs. Mais encore une fois, ce ne sont que des statistiques et on ne nous dit pas combien d'heures sont passées par les parents pour aider les enfants. Allez, pour ou contre les devoirs à la maison, les avis divers. Je vous propose à présent de rencontrer ceux qui composent la société israélienne. Aujourd'hui, Esti Gerber vous présente Esther. Elle a 60 ans, elle est mariée, elle a 12 enfants et 30 petits-enfants. Vous avez bien entendu. Très active dans un mouvement orthodoxe. À Tel Aviv, elle donne des conférences, organise des actions caritatives, prépare les repas de Shabbat, mais aussi des activités pour enfants. Bref, c'est une jeune grand-mère très active et pour elle, être israélienne, c'est ça. Regardez. Pour moi, être israélienne est de vivre en Israël, la terre sainte, et de réaliser ici la mission du Rabbi. Ouvrir les yeux de Juifs et tous ceux qui vivent ici, voir que nous vivons dans un pays saint et de les rapprocher plus vers Dieu. On est tous proches de Dieu, mais notre mission est de le rendre concret. Par la pratique, faire du bien aux autres. Tout ce que le Rabbad fait partout dans le monde. Le faire ici, à Tel Aviv. Je suis née au Brésil. Mes parents étaient des rasédiques du Rabbad, envoyés en mission là-bas par le Rabbi. Ensuite, j'ai grandi aux États-Unis. J'ai eu mon éducation à New York, d'où vient mon accent. Après mon mariage, mon mari et moi, on était envoyés par le Rabbi à venir en Israël. Quand je suis arrivée en Israël il y a 40 ans, on devait frapper aux portes pour demander aux Juifs « Voulez-vous une mezouza » Voulez-vous des cours? Aujourd'hui, on frappe à nos portes. Il y a un réveil important, même ici à Tel Aviv. On se sent merveilleusement bien ici en Israël et remplir sa mission ici est encore plus important. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons du marché du luxe. Vous verrez que les richesses et l'abondance ne se trouvent pas là où on les attend, notamment en Nigeria et en Côte d'Ivoire. C'est le programme de notre grand angle. Je reviens tout de suite. Restez là.